Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à l'abandon et au rejet. Ces schémas cognitifs finalement qui concernent beaucoup de monde, dans la vie personnelle bien évidemment, mais aussi et surtout dans le monde professionnel. Alors finalement, qu'est-ce que le schéma cognitif de l'abandon et qu'est-ce que le schéma cognitif du rejet? Je suis Aurélien Miseret, spécialiste du comportement et j'accompagne les personnes tant en entreprise que en cabinet pour leurs différentes problématiques liées à ces fonctionnements, liés aux compensations et aux schémas cognitifs. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'abandon et le rejet? C'est en général des comportements compensés qui sont issus de traumatismes qui prennent naissance dans l'enfance et l'adolescence. C'est-à-dire que des personnes ont subi pendant l'enfance, l'adolescence et parfois même pendant la vie de jeune adulte, des traumatismes et des remises en question et des souffrances qui impliquent que lors du passage à la vie d'adulte, ces personnes vont mettre en place des stratégies adaptatives, c'est-à-dire qu'elles vont tout le temps chercher à s'adapter à leur environnement, mais de manière excessive, de manière presque liée à un comportement de survie. Et donc, du coup, il va y avoir une nécessité quasi obsessionnelle pour ces personnes de toujours valider leur comportement par leur entourage et de s'assurer que finalement tout est sous contrôle pour elles. Donc, cela implique également des comportements qu'on appelle des comportements compensés. Parmi ces comportements, il peut y avoir bien évidemment une surutilisation de la compétition, de la dépendance, de l'évitement, de la résistance, de la méfiance, de la dramatisation, du contrôle, de l'agression, de l'isolement et de la grandiosité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les personnes qui subissent le schéma d'abandon et de rejet vont mettre en place des stratégies adaptatives de cet ordre-là, même si parfois ça se fait, je vais dire, à leurs dépens. C'est-à-dire que même si la personne va sciemment s'isoler pour se protéger du reste du monde, cette stratégie ne va pas servir la personne elle-même. Même chose pour la compétition, lorsque c'est beaucoup trop marqué, la dépendance affective peut être aussi un des facteurs qui montre que la personne est en souffrance et qu'elle subit largement ce schéma d'abandon et de rejet. Et donc, du coup, elle va créer une forme de lien de dépendance affective avec son entourage, avec son petit ami ou sa petite amie, ou son petit ami. Et finalement, tout ça, ça va pousser la personne à avoir un comportement suradapté. On peut évidemment évoquer le contrôle, la nécessité de tout contrôler tout le temps, en permanence. Ça fait aussi partie des conséquences du schéma cognitif de l'abandon et du rejet. Donc voilà, il y a énormément de comportements qui sont complètement inconscients. J'insiste encore une fois sur ce mot, sur l'inconscience de ces comportements, parce que lorsque vous vous adressez à ces personnes, elles vous diront, mais finalement, j'ai toujours été comme ça, c'est mon mode de fonctionnement, et c'est ainsi finalement. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un schéma cognitif qui se joue en toile de fond et qui peut être résolu avec un travail adapté. Comme le dirait très bien Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Et c'est, à mon avis, source de beaucoup d'inspiration pour vous parce que à partir du moment où vous comprenez qu'il y a différents niveaux de fonctionnement chez vous et que vous êtes parfois sujet à des fonctionnements inconscients que vous ne maîtrisez pas par définition, c'est très intéressant d'aller regarder et d'aller explorer un peu plus loin ce qui se joue à la fois pour vous, mais aussi lorsque vous êtes dans votre environnement professionnel ou personnel. Alors finalement, quelle est l'implication? Qu'est-ce que ça implique que d'avoir ces schémas d'abandon et de rejet? Bien évidemment, en premier lieu, il va y avoir une perception erronée de la personne, du sujet, des autres et également du monde. C'est pour ça que finalement, la personne va vouloir surutiliser ces stratégies de compensation, même si, comme je vous le disais, cette compensation est complètement désavantageuse pour la personne. Une autre implication qui est récurrente chez les personnes qui suivent, qui subissent ce type de schéma, c'est bien évidemment que la personne est convaincue qu'elle ne sera jamais aimée ni acceptée pour ce qu'elle est. Et encore une fois, ça se joue dans le cadre du bureau, au travail, comme dans la vie personnelle, avec les amis, la famille, ses parents, ses enfants, etc. Donc il y a une nécessité de regarder. Et si vous vous sentez concerné par cette quatrième information, à savoir que vous avez l'impression que vous ne serez jamais aimé, ni apprécié, ni accepté pour ce que vous êtes, il est possible que ce soit le schéma de l'abandon et du rejet qui joue en toile de fond. Un autre point qui est extrêmement important, c'est une attente constante d'approbation des autres. Qu'il s'agisse d'un regard dans la rue pour savoir si oui ou non vous plaisez, qu'il s'agisse de paroles réconfortantes venant de personnes qui comptent pour vous, tout ça fait partie d'une stratégie constante que les personnes mettent en place. Elles vont toujours chercher à l'extérieur une forme d'approbation, de validation,
alors que finalement, si elles vivaient pleinement par elles-mêmes et pour elles-mêmes, ces questions ne se poseraient pas, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins, avec une intensité qui n'est absolument pas celle que connaissent les personnes qui sont dans l'abandon et le rejet. Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour ces personnes? Vous pouvez lire les quatre blocs ici de manière indifférenciée. On va commencer par le début parce que c'est ce qui est encore le plus pratique, mais la personne a une incapacité, comme je vous le disais, d'avoir une conscience de soi, des autres et du monde. Ce qui va nécessairement créer une disharmonie. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à lire correctement son environnement, elle n'arrive pas à se positionner correctement vis-à-vis des autres, et ça va nécessairement et inexorablement créer le syndrome de l'imposteur. Parce que vu que la personne est en constante adaptation, finalement, eh bien, cette constante adaptation va inconsciemment, encore une fois, ressortir chez la personne en sachant pour elle-même que ses comportements ne sont ni authentiques ni vrais. Et donc, du coup, en fait, en sachant que ces comportements ne sont ni authentiques ni vrais, ça va mécaniquement créer une imposture. Et bien évidemment, ces quatre blocs, vous pouvez les lire dans le sens que vous voulez. Si les comportements sont ni authentiques ni vrais parce que ce schéma d'abandon et de rejet, eh bien, il y aura une adaptation constante et ça va forcément provoquer et renforcer un sentiment d'imposture et ça va aussi renforcer l'incapacité de conscience de soi, des autres et du monde. Bien évidemment, vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y a également les croyances limitantes que ces personnes ont sur le monde et l'environnement. Je ne peux faire confiance à personne, le monde est constitué de personnes hostiles, personne n'est digne de confiance, et je ne peux pas être aimé ou compris. Encore une fois, ce sont des croyances limitantes. Vous êtes peut-être persuadé que vous fonctionnez comme ça, ou en tout cas que cette réalité est la vôtre, mais en fait, pas du tout. C'est juste une superposition du schéma sur la réalité, votre réalité. C'est comme si finalement vous aviez des lunettes que vous n'aviez pas réglées, ou en tout cas que vous n'aviez pas, qui n'étaient pas à votre vue et qui vous empêchaient de voir les choses telles qu'elles étaient. Et si vous enlevez les lunettes de l'abandon et du rejet, finalement, qui troublent votre vision, vous verrez que finalement vous pouvez faire confiance, vous pouvez aussi voir que le monde est constitué de personnes hostiles, mais aussi de personnes complètement aimables, sympas, bienveillantes qui peuvent vous accompagner, et que des personnes sont dignes de confiance, comme d'autres personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Finalement, vous allez trouver une forme d'équilibre et de justesse beaucoup plus importante lorsque vous serez libéré de vos schémas, plutôt que de rester enfermé dans des certitudes qui n'en sont pas finalement, qui sont juste liées à vos convictions, à votre expérience et à votre vécu. Et c'est parce que vous avez cette expérience et ce vécu qu'aujourd'hui, vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas faire confiance, que le monde est hostile, etc. Mais en grandissant intérieurement et en travaillant sur vos problématiques, vous vous rendrez vite compte que finalement, le monde n'est pas blanc ou noir, il est comment vous le regardez. Et c'est ça le plus important, à mon avis, dans cette compréhension des croyances limitantes. Ensuite, comment ça se matérialise dans le cadre professionnel? Eh bien, dans le cadre professionnel, en fait, il faut voir que ça se passe strictement comme dans le monde personnel. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'une validation systématique de votre comportement. Est-ce que pendant le rendez-vous, mon comportement était celui que vous attendiez? Est-ce que mon travail était celui que vous attendez? Est-ce que la qualité de ce que je produis également? Et finalement, cette nécessité de validation permanente, même quand ce n'est pas nécessaire, là, ça peut être un indicateur enfin, en tout cas, une indication sur le fait que oui, vous subissez aussi parfois euh, ce schéma de manière inconsciente. Il y a aussi un besoin marqué de reconnaissance. Alors, ce point me fait penser à ce que disait Julia de Funès dans Quotidien, l'émission de Yann Barthès, sur le fait que le travail, le monde du travail, est un monde névrosé. Nous sommes tous névrosés avec un besoin d'exister, avec un rapport à l'argent, à la reconnaissance. Mais pour les personnes qui ont ces schémas d'abandon et de rejet, le besoin de reconnaissance va être particulièrement marqué. Puisque la personne n'est pas capable elle-même de reconnaître ses qualités, ce qui elle est et ce qu'elle fait de bien, finalement, elle va avoir l'obsession d'aller tout le temps valider ses actions, son travail auprès des autres et auprès des personnes en général qui ont une certaine autorité ou en tout cas qui ont une forme d'aura pour la personne concernée. Il y a également aussi la nécessité d'appartenance à un groupe. Vous avez envie d'appartenir à un groupe ou en tout cas vous avez besoin d'être identifié comme faisant partie d'eux. Donc ça peut faire partie, ça peut être le groupe général, mais vous pouvez aussi vous construire en opposition vis-à-vis de ce groupe. Parce que si vous êtes en opposition vis-à-vis de ce groupe avec d'autres, eh bien vous appartenez au groupe de l'opposition finalement. Et comme je vous le disais plusieurs fois au cours de cette vidéo, la justification est permanente. Pourquoi en fait les personnes ont besoin de se justifier de manière obsessionnelle? Parce que si elles ne se justifient pas, ça peut créer un malentendu et ce malentendu peut entraîner le rejet. Et
le cerveau, finalement, va protéger la personne de ces situations, donc de ces craintes les plus importantes, à savoir le fait d'être rejeté, qui est une crainte insurmontable pour la personne qui subit ces schémas. Eh bien, en fait, la personne va mettre en place cette stratégie de justification permanente, justement pour être sûre qu'elle est bien acceptée, qu'elle est bien accueillie dans son groupe, finalement. Les personnes peuvent aussi passer leur temps à s'excuser. Et au bout d'un moment, elles ont même la possibilité de s'excuser de respirer, tellement ça devient une habitude. Donc ça, c'est aussi un indicateur. Encore une fois, si vous voulez déceler des schémas cognitifs dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, n'oubliez pas d'écouter les mots qui sont utilisés, les pensées qui sont utilisées et les actions qui en ressortent évidemment, parce que c'est la première chose en fait qui permet de lire les schémas cognitifs de tout à chacun. Et évidemment, il y a quelques indicateurs au sujet de ce schéma d'abandon et de rejet. À la fois une dépendance affective, une peur de l'abandon extrêmement marquée, la crainte du rejet, même au-delà de ça, ça peut presque même être une angoisse, et la nécessité d'être apprécié. Et finalement, quand des personnes sont un peu les troublions du bureau ou de l'open space et qui vont en permanence vouloir amuser la galerie avec une chose ou une autre, on peut facilement aussi imaginer qu'il y a un besoin d'être apprécié, d'être vu, d'être remarqué, et donc du coup de lutter inconsciemment contre ce schéma d'abandon et de rejet. Donc je trouve ça particulièrement intéressant à garder parce que finalement on connaît tous ce type de situation, c'est-à-dire qu'on a tous rencontré quelqu'un, on a tous rencontré un groupe de personnes dans lequel on pouvait reconnaître ces comportements, ou alors peut-être même que vous-même vous vous reconnaissez dans ces comportements. Donc aujourd'hui, comment faire pour sortir de ces schémas? Ben, écoutez, moi, là, il y a une méthode que j'utilise qui fonctionne très bien, c'est de prendre soin de ses besoins. Donc quand je parle de prendre soin de ses besoins, il ne s'agit pas d'aller faire un spa ou d'aller en discothèque ou d'aller faire un restaurant. Ça va au-delà de ça. Ça, ce sont des envies, ce sont des plaisirs, mais ce ne sont absolument pas des besoins. Nous avons tous des besoins physiologiques, comme la respiration, comme le fait de bien manger. Et si demain vous voulez vous faire plaisir en mangeant correctement, eh bien, ne commandez pas sur une application qui va venir vous livrer votre repas en un quart d'heure, mais au contraire, allez faire des courses, sélectionnez les produits qui sont les meilleurs pour vous, prenez le temps de préparer aussi votre repas, laissez-le mijoter, prévoyez-le aussi dans votre tête et prenez le temps de le déguster. Parce que si vous considérez que bien manger est important pour vous, par exemple, le fait de prendre soin de la nourriture, de la préparation et finalement de la dégustation de ce que vous avez préparé, ça va envoyer un message très simple à votre cerveau qui est mes besoins sont importants, je réponds à mes besoins en prenant le temps, en prenant soin et en faisant attention à mes besoins, et donc du coup mes besoins sont importants et par extension je suis important. Et finalement, lorsque vous ferez ça, si vous considérez et que vous arrivez à répondre à vos besoins et à vous envoyer le message complètement logique de mes besoins sont importants et j'y réponds, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous enverrez un message très positif à votre cerveau qui va dire je prends soin de mes besoins sont importants, je suis important. Et donc mécaniquement, avec le temps, bien évidemment, avec le temps, vous allez commencer à répondre à vos propres besoins et vous allez arrêter d'avoir besoin d'aller chercher toujours à l'extérieur finalement ce soin ou en tout cas cette attention puisque vous l'apporterez à vous-même. Et si vous vous amenez à vous-même l'affection, la bienveillance et que vous répondez à vos besoins, à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher dans le regard ou dans l'attitude des autres. Et vous arriverez à trouver une forme d'équilibre et à réparer et à prendre soin de ces schémas cognitifs qui parfois pourrissent la vie. Et finalement, en fait, être heureux, travailler son bonheur, c'est finalement trois choses. C'est prendre le temps, prendre le soin et faire attention à ses besoins. Et ça me paraît particulièrement important. J'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, si vous utilisez ce triptyque et que vous pouvez utiliser dans tous les sens, d'ailleurs, en faisant attention et en prenant soin et en prenant le temps de répondre à vos besoins, ça fonctionne aussi également. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses du quotidien que vous pouvez faire. Prendre soin de vos repas, de votre respiration, de votre sommeil, de votre bien-être en faisant du sport, etc. Tout ça, c'est des actions que vous pouvez mettre en place pour répondre à ce qui est important pour vous. Et si vous le faites, eh bien, vous n'aurez plus besoin que les autres le fassent à votre place, tout simplement. Si vous avez besoin d'être accompagné, bien évidemment, moi je me tiens à votre disposition puisque j'accompagne les professionnels tant en présentiel qu'à distance, sur site ou en cabinet. Donc moi je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Et je travaille également sur toutes les techniques de management et de ressources humaines qui pourraient vous être utiles justement dans le cadre du déploiement d'une politique QVT, notamment auprès de vos collaborateurs. Je suis à votre disposition pour en parler et vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche amisray@managementrh.fr. Vous avez pas mal d'éléments encore si vous voulez aller plus loin sur les sujets sur le site directement de Management RH.
Vous avez beaucoup de contenu encore en vidéo sur YouTube et je partage aussi très régulièrement sur LinkedIn et Instagram. L'ensemble des liens seront en commentaire et en description de cette vidéo. Euh, Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente suite, un excellent travail sur vous-même et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.